Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Pascal Hudon, entraîneur-chef des Janois du Collège d'Alma dans le collégial de Division 1. Avant de commencer, je voudrais quand même souligner l'initiative de la structure au niveau des petites conférences qui a été faite comme ça. Je trouve ça bien intéressant. Ça me permet de découvrir un petit peu les entraîneurs qui sont présentement dans la structure. Des fois, on se voit, on se connaît de nom, mais on ne se parle pas régulièrement. Fait que, c'est toujours intéressant de voir là, qu'on a des entraîneurs compétents, que la relève est là dans la région. Puis c'est le fun de savoir que nos jeunes, là, justement, là, l'avenir est entre vos mains. Là. Fait que félicitations à tout le monde. Félicitations à Danny Chouinard aussi, là, qui est en arrière de l'initiative là, des conférences. Premièrement, j'aimerais peut-être juste faire un petit parcours. Si on regarde un petit peu, ça fait 21 ans que je suis entraîneur. Je vous dirais, là, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde. J'ai fait 5 ans dans le hockey mineur. J'ai travaillé au niveau Bantam 2B, Junior 2A. À partir de là, j'ai vraiment pris un petit peu la piqûre là, de vouloir m'impliquer plus dans le développement. Fait que j'ai embarqué là, avec les espoirs Bantam 2A. C'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas de 3A, c'était du 2A. Ensuite de ça, là, j'ai gradué avec les élites de Jonquière. J'ai été 1 an adjoint avec M. Claude Bouchard pour avoir été après ça entraîneur-chef pendant 2 ans. Ensuite de ça, le poste au niveau collégial a ouvert, j'ai appliqué. J'ai eu le poste. Fait que là, ça fait 11 ans présentement là, que je travaille ici au Collège d'Alma avec les Janois. Je suis également responsable de l'Académie des Janois depuis 10 ans. Là. Normalement, notre 10e édition était là, en août. Là. Je ne pense pas qu'on va être capable de la faire, mais c'est quand même là, c'est notre école de hockey ici là, qu'on a montée là, au secteur Lac-Saint-Jean-Est. Fait que je vous dirais présentement, là, c'est un petit peu comme ça, mais j'aimerais faire une brève parenthèse un petit peu sur le hockey collégial. Beaucoup d'entre vous connaissent le calibre, mais certains, c'est encore un petit peu l'inconnu, même si ça fait 11 ans qu'on est dans la région. En gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le hockey collégial, c'est une belle alternative aux jeunes qui ne feront pas le junior majeur à 17 ans. C'est une belle continuité pour les joueurs de la structure, du midget 3, du hockey scolaire qu'on a ici au niveau de la région. On a beaucoup de jeunes qui viennent jouer dans notre ligue à 17 ans. Si on regarde le tableau que j'ai mis ici, là, j'aurais pu en mettre plus, mais si on regarde là, le premier carreau en haut au niveau, c'est tous des joueurs que, quand ils ont quitté le midget 3 à 16 ans, n'ont pas nécessairement réussi à faire le midget 3, le junior majeur à 17 ans, sont venus jouer dans notre ligue. Puis après ça, ils ont soit été rappelés au courant de la saison ou qu'à 18 ans, ils sont représentés à un camp junior majeur puis qu'ils ont trouvé le moyen de faire l'équipe à 18 ans. Fait que, on regarde le Félix Robert, qui est quand même un des top marqueurs au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a passé à 17 ans dans notre ligue. Marc-Antoine Pépin, défenseur à Shawinigan, même principe aussi, a participé au camp des recrues des Maple Leafs l'an passé, a des chances d'être repêché cette année. C'est tous des joueurs qui, à 17 ans, ont passé par notre ligue, ont continué le développement. Ensuite de ça, à 18 ans, on réussit à faire le junior majeur. Puis si on regarde le dernier carreau en bas, les 3 noms que j'ai mis, c'est 3 joueurs qui ont eu une carrière au niveau collégial au complet, puis que par un autre chemin, les universités, soit canadiennes, américaines, ont trouvé le moyen de se faufiler. Puis aujourd'hui, ces joueurs-là ont participé à des camps de la Ligue nationale. C'est des joueurs qui sont établis pro, ont des contrats pro, jouent dans la Ligue américaine, les clubs écoles des équipes de la Ligue nationale. Fait, des fois, les chemins sont différents. Puis si on regarde là, la statistique que j'ai mis aussi, on a presque au-dessus de 75 joueurs qui ont pris part à la Ligue collégiale puis qui jouent dans une université, soit au niveau là, Moncton, ça peut être au Canada, ça peut être aux États-Unis, l'NCAA aussi. Fait, je vous dirais, c'est un beau tremplin, c'est une belle alternative. Puis aussi, on est une belle continuité pour les joueurs qui sont retranchés. Un exemple, les joueurs midget 3 qui se présentent à un camp, ça ne réussit pas à faire, écoute, c'est pas fini. Ils s'en viennent avec nous autres. On trouve le moyen justement de les diplômer, parce que mon mandat numéro 1, c'est de m'assurer que mes joueurs aient un diplôme. Mais après ça aussi, ça lui permet de continuer de faire du hockey intéressant, de haut niveau. Puis même, on a des joueurs aussi, un exemple, Mathieu Bouliane qui joue avec nous autres cette année, a joué pendant un an et demi à Shawinigan. À un moment donné, le hockey, c'est le hockey. Hein? Il a été retranché, il s'en vient avec nous autres. Fait, je vous dirais, Mathieu, une bonne saison avec nous autres, mais l'important de ça, c'est que probablement que l'an prochain, Mathieu va être diplômé aussi. Fait que la vie va continuer. C'est un joueur qui a encore des chances de pouvoir aller jouer universitaire. Au bout de la ligne, le hockey collégial, c'est comme un beau plan B. Si ça devenait le cas, vous ne réussissez pas à faire le junior majeur ou quoi que ce soit, on est une belle alternative. Les études prônent. On a un bon calibre de jeu. Le calibre est élevé, vous le voyez avec les noms un peu là, des joueurs qui ont passé là, dans notre ligue. Puis il y en a à tonnes, j'aurais pu en mettre beaucoup. Là, j'ai quand même limité. Fait, c'est une belle alternative. Puis si on regarde au niveau du collégial à Alma, je ne veux pas embarquer dans les détails, mais juste le 98 en bas. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de diplômer mes joueurs.
Fait qu'à partir du moment où tu rentres dans notre programme, mon objectif, oui, on va te faire du hockey, trois séances d'entraînement, comme je le faisais un peu au midget 3, les élites, c'est une belle continuité, mais on va s'assurer d'un, que tu sois bien encadré à l'école et que tu réussis bien aussi. Ce que j'aime aussi de la Ligue, c'est la stabilité et les compétences. Au niveau des entraîneurs, un exemple, vous voyez le tableau, il y a des beaux gros noms là-dessus. Puis comme entraîneur, pour moi, c'est intéressant de travailler contre des entraîneurs comme ça. Tu sais, des fois, 21 ans de carrière, l'expérience, mais l'expérience, on l'acquiert en affrontant des entraîneurs comme ça ici. Tu sais, on regarde Martin Bernard, qui est à Tête-Fermante, il a été longtemps dans la Ligue junior majeure du Québec, Christian Larue, Stéphane Lebeau. Pas besoin de présentation. Là, Stéphane a joué dans les Canadiens, c'est un excellent entraîneur aussi. On a Éric Messier, qui, comme joueur, a gagné une Coupe Stanley aussi, ça fait 11 ans. Comme moi, là, on est les deux vieux de la Ligue un peu. Ça fait 11 ans depuis le début de la Ligue qu'on est en arrière du banc. Alexandre Dandonneau est là depuis 10 ans aussi. Guy Chouinard s'est joint à Saint-Laurent. Guy est quand même une légende au niveau là, comme joueur, mais aussi comme entraîneur. Fait que, si on regarde les noms qu'il y a là-dessus, ça fait en sorte que la Ligue est crédible, la Ligue est stable aussi. Fait que c'est vraiment là, un calibre qui est intéressant. Puis ben, moi, comme entraîneur, d'affronter ces gars-là, comme je vous disais, de faire du vidéo régulièrement sur des matchs de ces entraîneurs-là, au niveau des ajustements aussi, ça nous permet de grandir et de progresser beaucoup là-dedans. Si on en revient à la base un petit peu, la conférence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'importance des tactiques individuelles dans notre système de jeu. Un système de jeu, hein, c'est des structures. Ça a l'air compliqué. C'est quoi un système de jeu? On embarque dans quoi? Juste pour faire de façon brève un peu, de la façon que moi je vois ça. Puis là, ben, là, il y a des entraîneurs, il y a des parents, il y a des entraîneurs de hockey mineur, il y a des joueurs qui écoutent ça. Fait que c'est pas évident de faire une conférence puis d'avoir un auditoire aussi large. Fait que des fois, vous allez sentir que je m'adresse aux joueurs, des fois aux entraîneurs. Je vais essayer quand même d'être simple. Si on le regarde au niveau d'un système de jeu, un match de hockey, en gros, tu as 3 zones. Tu as la zone défensive, tu as la zone neutre, tu as la zone offensive. Tu as 2 situations. Tu as la rondelle ou tu ne l'as pas. Fait qu'en résumé, 3 zones avec ou sans rondelle. Fait que soit que tu joues dans une des 3 zones avec la rondelle ou tu n'as pas la rondelle. Fait que c'est là, à partir de là, que dans chacune des zones, si on veut, on a des structures. Un exemple, pas de rondelle, zone offensive, tu vas travailler en échec avant. Pas de rondelle en zone neutre, ben, soit que tu vas être en repli défensif ou tu vas être en échec avant en zone neutre. Tu as la rondelle en zone offensive, ben là, ça va être du contrôle de rondelle en zone offensive, sortie de zone, vice-versa. C'est juste de comprendre qu'il y a 3 zones, puis qu'à partir de ces 3 zones-là, on joue avec ou sans rondelle, puis on a des structures. Au niveau des structures, pour moi, c'est simple. Toutes les structures sont bonnes. Ce qui fait la différence, souvent, c'est les tactiques individuelles. En gros, tous les systèmes de jeu que les entraîneurs vous allez avoir sont bons. C'est de la façon que tes joueurs vont jouer à l'intérieur de ça. Au niveau des tactiques individuelles, là, je vais continuer, vous allez peut-être plus comprendre tantôt, qui va faire vraiment une différence. Pour moi, aujourd'hui, on va travailler 4 tactiques qui sont importantes pour moi. 2 avec rondelle, 2 sans rondelle. Avec rondelle, protection de rondelle, le démarquage. Sans la rondelle, on parle d'approche au porteur et de marquage. Là, j'ai rajouté en bas, autres, les rondelles libres, parce que pour moi, c'est vraiment un élément qui est vraiment important aussi. C'est une chose qui s'enseigne aussi, qu'on s'assure de bien performer. Hein. Peu importe le match de hockey, plus tu as la rondelle longtemps, mieux c'est. Quand tu ne l'as pas, le but, c'est de bien jouer pour la récupérer. Puis quand tu l'as, c'est de bien jouer pour la garder le plus longtemps possible. Si dans ton match, tu as la rondelle pendant 40 minutes, puis l'adversaire là pendant 20 minutes, ben, tes chances de remporter le match vont être meilleures. Si on regarde, on travaille avec des règles. Tu sais, ce qui est important, là, tout le monde a ses règles différentes, mais chacune, peu importe la façon que vous allez avoir de travailler avec vos règles, c'est toujours bon. L'objectif, c'est de bien enseigner tes composantes, puis de t'assurer justement que tes joueurs comprennent bien à ta façon à toi. Tu sais, un exemple, moi, quand je suis arrivé au midget 3A, je suis arrivé au collégial, j'avais 8 règles en approche, 6 en marquage, puis là, tranquillement, pas vite, ben, à force de recevoir des joueurs d'un peu partout, tu sais, je reçois des joueurs midget 3 de Lévis, de Rivière-du-Loup, je reçois des gars d'un peu partout au Québec qui ont travaillé avec des entraîneurs différents, puis souvent, l'objectif est toujours le même, mais des fois, les règles sont différentes un petit peu. À force de communiquer avec tout le monde un peu, ben, je suis venu à trouver une façon, que moi, au niveau collégial, de travailler avec des joueurs de 17, 18, 19, 20 ans, on a trouvé une façon justement qui était efficace, que ça soit simple, que les gars ils comprennent bien ce qu'on amène, comprennent bien les règles, ce qu'on enseigne pour bien performer dans ça. Les tactiques individuelles, un exemple, là, je vais prendre l'approche au porteur. Les objectifs, c'est toujours d'empêcher la progression du porteur et de récupérer la rondelle. Fait que là, c'est là qu'on arrive avec des règles. Comme là, moi, je suis rendu avec 5 règles dans chacune.
pour que ça soit simple, que mes joueurs soient capables de bien comprendre, de bien appliquer ce qu'on demande. Tu sais, si on regarde la règle 2, 3 et 4, sont la même dans chacune des choses. Sauf que c'est différent. Tu ne joues pas de la même façon. Mais au niveau de l'apprentissage, les joueurs, ils l'assimilent plus vite. Puis après ça, en entraînement, ils sont capables d'effectuer puis que ça devienne un automatisme un peu. Pourquoi c'est important? C'est là que je vais arriver avec une belle petite métaphore qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre ce que je veux un peu. La métaphore est simple. Un système de jeu, c'est une tactique collective qu'il faut qu'on montre. Les tactiques individuelles, c'est les outils qui vont faire en sorte que tu vas être bon en tactique collective, dans ta structure, dans ton système de jeu. Si on compare la métaphore, on va prendre la construction, une maison, faire des escaliers, peu importe, on monte un plan, comme on monte un plan de match avec des structures. Avec quoi tu réussis à bien construire ta maison? Avec des outils. Une scie, une drill, un marteau, un niveau. On va prendre 4 outils, parce que j'ai pris 4 tactiques individuelles. Le but, c'est de bien utiliser tes outils pour bien faire ton plan, ta maison, tes escaliers. Au niveau du hockey, c'est la même affaire. Le but, c'est de bien utiliser tes tactiques individuelles pour être performant dans ta structure en haut. Ça veut dire que si tu es bon en approche au porteur, tu es bon en marquage, mettons un exemple, ta structure de défensive de zone, elle va être bonne. Tu peux avoir la meilleure structure, mais si tu n'es pas bon en approche au porteur, des 1 contre 1, l'approche au porteur, tu ne gagnes pas 1 contre 1 défensif dans ta zone, ta structure, elle ne fonctionnera pas. Tu as beau avoir la plus belle maison, si tu n'es pas capable de te servir de ta scie et de ton niveau, tu vas peut-être être capable de monter quelque chose, mais ça ne fonctionnera pas toujours. Les règles, c'est quoi les règles? Parce que, tu sais, des fois, ça porte à confusion. Tu sais, des fois, j'arrive au tableau, puis je n'ai aucun entraîneur. Là. J'ai des vétérans de 3 ou 4 ans qui connaissent par cœur avec des examens écrits mes règles, mes approches. Puis l'année d'après, je leur demande, j'arrive au tableau, je leur demande, puis ils ne savent pas encore. Les règles, c'est simple. C'est comment utiliser l'outil, comment utiliser la tactique individuelle. On va prendre l'approche au porteur. On a des règles. Règle numéro 1, coupe l'écart rapidement. Règle numéro 2, la position de ton corps. Il faut que tu sois D-side, pression sur le chest. Règle numéro 3, palette à palette. Bon, règle numéro 4, prise d'info, je ne vais pas embarquer. Les règles, c'est des trucs pour bien utiliser ton approche au porteur qui fait en sorte que tu vas être bon dans ton système de jeu. Même principe si on fait encore la métaphore avec les outils. Je prends la scie. C'est quoi les règles, mettons? C'est comment l'utiliser. Si moi, je ne suis pas bon en construction, bon, OK, je prends une scie, mais tu me donnes des règles. Objectif numéro 1, c'est de connecter ta scie. Numéro 2, c'est la position de ta main, bien te placer, blablabla. Fait, si tu me donnes des trucs, des règles, je vais bien utiliser ma scie, je vais couper mes planches droites, ma maison va être droite. J'utilise bien les règles en approche au porteur, je vais bien jouer en approche au porteur, mon système de jeu va être bon. De là, l'importance des tactiques individuelles à bien performer dans ton système de jeu. Puis c'est la même affaire en protection de rondelles. Tu appliques bien tes règles, les outils qu'on te donne, les trucs qu'on te donne pour utiliser ta protection de rondelles. Bien, normalement, dans tes structures avec rondelles, contrôle de rondelles en zone offensive, entrée de zone, bien, tes joueurs ils vont trouver le moyen de bien performer, ce qui va faire en sorte que ton système va bien fonctionner aussi. Au bout de la ligne, ça peut arriver des fois que tu joues moins bien dans tes situations de tactique, ton système de jeu va marcher pareil. Je peux construire une maison ou des marches pas au niveau, ça va marcher pareil. Mais à long terme, à un moment donné, ça va me rattraper. À partir du moment où ça me rattrape, bien là, ton système de jeu devient difficile. Puis si l'adversaire est meilleur que toi dans des situations d'approche, il est meilleur que toi dans ces situations de marquage, bien, c'est sûr que tactiquement, il va être meilleur que toi. Fait que son système de jeu, même si à la limite, il est moins bon, parce que je considère que tous les systèmes sont bons, mais c'est de la façon qu'on joue. C'est sûr que là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas juste du marquage. Puis vous avez raison. En tactique collective, on a des règles aussi. Tu sais, un exemple en 10 zones, quand je peux lâcher mon gars en marquage, bien, quand il y a une rondelle libre, je peux y aller. S'il y a une perte d'un contre un pour protéger l'enclave, je peux y aller. On récupère la rondelle, je fais une transition. Tu sais, après ça, les entraîneurs, on amène des règles dans chacune des composantes qui fait que, OK, là, en 10 zones, ben, oui, on joue en marquage, mais à un moment donné, il y a des choses aussi qu'on amène pour jouer. Tu sais, quand est-ce que c'est le temps d'aller doubler? Il y a une bataille, ton gars va doubler, bien là, la situation de marquage peut devenir différente. C'est ça qui fait que les systèmes peuvent être différents d'un entraîneur à l'autre. Mais au bout de la ligne, si tes gars ils sont bons à 1 contre 1, tu sais, combien de fois vous avez entendu, puis je l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait,
Tu arrives dans la chambre, tu dis à tes joueurs, tu dis, ah, les gars, aujourd'hui, là, on n'a pas été bons à 1 contre 1. On n'a pas gagné nos 1 contre 1, c'est pour ça qu'on a perdu. On n'a jamais un joueur qui s'est levé à la main qui dit, hey, coach, moi, là, comment je fais pour gagner un 1 contre 1? Parce que c'est ça qu'il faut y enseigner. Tu sais, c'est facile de dire on ne gagne pas 1 contre 1. Le but, c'est d'y amener des règles pour lui montrer comment faire pour gagner nos situations de 1 contre 1, autant offensif que défensif, qui va faire en sorte que tu vas être capable d'arriver après le match de les gars, aujourd'hui, on n'a pas gagné de 1 contre 1, parce qu'au niveau de la règle numéro 3, palette à palette, aujourd'hui, on ne l'avait pas pantoute. On a donné à l'adversaire avait toujours la palette libre, tu es toujours capable de faire des passes, même si on fermait nos écarts. Fait, on est capable de savoir où est-ce que notre système a fait défaut. Puis écoute, il n'y a pas de science infuse. Là, cette année, là, avec Christian Ouellet, à la fin de l'année, on a fait un petit bilan un peu. Puis cette année, tactiquement, je trouve que j'en ai mis, mais pas assez encore, parce qu'il y a beaucoup de buts qui sont partis au niveau tactique. Oui, j'avais une équipe qui était jeune, mais tactiquement, je pense que j'aurais dû mettre plus de temps en début de saison pour qu'après fête, justement, ou en moitié de saison, au niveau tactique, qu'on soit plus efficace encore. Quand les adversaires ont progressé, on avait plus de difficultés des fois dans nos 1 contre 1 et dans notre marquage serré, ce qui a fait en sorte que ça a coûté des buts. Fait que l'an prochain, c'est sûr que dans ma planification que je suis en train de préparer, c'est des choses qui vont être différentes un peu. Fait que juste en résumé comme ça. Système de jeu, il faut que tu sois bon dans tes tactiques individuelles. Les règles, c'est quoi? C'est comment utiliser ta tactique. Les règles, c'est comment utiliser, comment être bon en 1 contre 1, mettons, en approche au porteur. C'est comment être bon en marquage, comme au niveau de la construction. Les règles, c'est comment utiliser ta drill. Comment utiliser ta scie pour qu'en haut, si tu utilises bien les outils, parce que tu as suivi les règles, ta structure en haut va être bien montée, va être droite, ça va bien fonctionner. C'est un petit peu ça la métaphore que je voulais faire entre les règles. Puis, tu sais, des fois, ça vient mêlant. Tu sais, je sais, des fois, je demande à mes gars au tableau, on va travailler, mettons, du 2 contre 2 en défensive de zone. Là, tu dis au gars, ben, c'est quoi les tactiques individuelles qu'on va. Là, tu en as un qui dit prise en charge. Tu te dis, OK, là, lui, il a manqué un bout. La prise en charge, c'est une règle d'une tactique individuelle, mais ce n'est pas une tactique individuelle. Tu sais, des fois, juste le fait que nos joueurs soient démêlés dans ça, parce que la nouvelle génération, il faut qu'ils sachent pourquoi. Hein? J'ai été une formation dernièrement sur la nouvelle génération. Hein? On peut lui dire plein de choses. Mais quand ils savent pourquoi ils le font, ils vont le faire. Fait que là, c'est de là un peu que c'est important qu'ils sachent pourquoi on fait du 1 contre 1 en bas de zone. C'est pas juste que l'entraîneur, on s'est levé un matin et dit bon, aujourd'hui, on va pratiquer du 1 contre 1 en bas de zone. Il y a une raison pourquoi on fait ces choses-là. Puis quand les gars, ils comprennent le pourquoi on le fait, plus tu as la rondelle longtemps dans le match, le but, c'est d'aller chercher le maximum de temps de possession de rondelle. Quand tu l'as, c'est de la garder, de te démarquer, de trouver le moyen de la garder le plus longtemps possible. Puis quand tu ne l'as pas, c'est de trouver le moyen de bien jouer sans la rondelle pour la récupérer. Tu sais, des fois, j'entends des journalistes, on écoute la radio là, locaux, là, puis tu sais, les journalistes, ah, c'est quoi ça le jeu sans rondelle? Ben, c'est ça. Si ton gars il est bon sans rondelle, il va en récupérer rapidement, puis là, après ça, il va pouvoir exploiter ses qualités, ses skills, sa vitesse, sa protection de rondelle pour générer de l'offensive. Et tu auras beau dire que ah, ben, les gars bons, pas de rondelle. S'il n'est pas bon, pas de rondelle, il va être sur la glace, puis il n'y aura jamais la rondelle. Fait qu'à la limite, ses qualités offensives, on ne les verra pas. C'est un petit peu le lien que je voulais faire. Si on continue là, au niveau là, de. Je voulais faire un petit peu de vidéo, puis c'est à partir de là, justement, que je vais te démontrer aussi là, comment ça va fonctionner. OK. On rentre à partir d'ici. Je vais vous montrer des situations où, un exemple en défensive de zone, on ne respecte pas bien les règles, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas être bon dans notre système de jeu. On voit le joueur ici, il arrive. Regardez mon joueur, son bâton. Le bâton est haut comme ça ici. Je ne joue pas bien en approche. Même si les autres joueurs au niveau de la structure sont quand même corrects, ça fait en sorte qu'il se fait battre en 1 contre 1. On n'est pas capable de l'immobiliser, on n'est pas capable justement de bien appliquer le jeu. Ici, c'est une belle situation parce qu'il y a les deux choses. Mon joueur a encore là gardé son bâton. Il ne joue pas bien avec le bâton. Perd son 1 contre 1. Bon, après ça, au niveau, là, lui, il joue quand même bien en marquage. Lui, il marque son joueur. Lui, il marque son joueur. À la limite, lui, il marque son joueur aussi, là. Garde sa prise d'info. Là, notre joueur, il ne joue pas bien, mais lui, ici, là, il ne joue pas bien les règles de marquage. Ça va faire quoi? Un gars qui ne joue pas bien en approche, un gars qui ne joue pas bien en marquage parce que, regarde, sa prise en charge, il n'est pas nécessairement au courant d'où est le joueur. C'est là qu'on donne un lancer. Fait que la structure est bonne. Les gars jouent bien. On ne joue pas bien en approche, on ne joue pas super bien en marquage. Ça donne un tir au but quand même. Ici,
Là, notre joueur s'en vient en approche. Il ne joue pas bien son approche, il est perdu. Mais regardez au niveau du marquage. Lui joue bien. Lui joue bien. Lui, à la limite, il protège bien l'enclave. On ne joue pas bien en approche, mais regarde, on récupère bien parce qu'en marquage, les gars jouent bien. À la limite, regarde, les gars protégeaient bien l'enclave. Pas donné de chance de marquer à partir de là. C'est des situations comme ça qui font en sorte que si tu es bon dans tes tactiques individuelles, dans ton système de jeu, tu le vois, là, ça donne quand même une belle protection de l'enclave. Même principe ici, regarde. Mathis s'en vient, complète, mais regardez, sa palette est de ce côté-ci. Là, mon joueur ici ne joue pas bien en marquage. Tu sais, il n'est pas nécessairement D-side. Il devrait être un petit peu plus reculé. Là, il anticipe pour aller créer une bataille, mais la bataille n'est pas créée. Regardez le joueur ici. Dans le 1 contre 1, si on ne joue pas palette à palette, trouve le moyen de sortir sa palette. Ça libère les options. Mon joueur ne joue pas bien en marquage. Tu sais, il devrait être plus proche un petit peu ici pour être capable d'aller sur son joueur comme ça. Là, ça libère. Puis, tu sais, à la limite, si on joue bien en approche, joue bien en marquage, ta rondelle-là, elle reste vraiment dans le coin, puis ça se passe. Beaucoup mieux pour l'équipe. Ici encore, regarde, mauvaise approche au porteur. Rondelle libre qu'on ne récupère pas. Là, ça s'en vient ici. Au niveau de l'approche au porteur, regardez, ses pieds ne bougent pas. On donne du temps, on donne de l'espace, mais la prise en charge, la règle numéro 1 de marquage est quand même respectée. Les gars jouent quand même bien. Regarde, ne joue pas bien à 1 contre 1. On donne du temps et de l'espace à ce joueur-là. Même principe ici, on ne jouera pas bien à 1 contre 1. Ça fait 3 1 contre 1 qu'on perd. Si on gagne c'était 1 contre 1 là, probablement qu'on est sorti. Sauf qu'ici, notre joueur est bien positionné, ce qui fait en sorte qu'au moins, on joue bien en marquage, trouve le moyen justement d'arrêter le jeu et de continuer. On va regarder, mettons, des situations en échec avant. Parce que les approches au porteur, c'est là aussi. Si on regarde la situation ici, regardez comment celle-là est parfaite. Un gars qui joue bien en approche, les 3 gars sont en marquage avec le gars. On a un gars ici en arrière, en surnombre défensif. Tu sais, là, on pourrait se dire, le gars, il joue bien en échec avant, zone neutre. Pas nécessairement, c'est qu'on joue bien tactiquement. Au niveau des tactiques individuelles, on joue bien. Joue bien en marquage, joue bien en marquage, joue bien en marquage, joue bien en approche. Objectif, il faut qu'on récupère la rondelle. C'est ce qu'on a eu. Regardez ici le F1, en échec avant, comment il joue bien avec son bâton. Regardez son bâton. Ligne de passe. Revient avec son bâton. Regardez son bâton encore. Traîne en arrière les lignes. Les gars sont en marquage ici en zone neutre, on ne le voit pas bien. Regarde, on est capable encore d'empêcher la progression de l'adversaire et de récupérer une rondelle. Si on continue encore, la prochaine est plus difficile à voir un peu, mais même principe. Regardez le gars en approche au porteur. Il joue bien avec son bâton. Lui ici est en marquage avec ce joueur-là. Le jeu continue. Là, ici, il y a un gars qui est là, vous allez le voir, j'ai un joueur ici en arrière aussi qui est en marquage avec lui aussi. Fait que là, lui était marqué. Lui ici était marqué. Mon joueur était là. Le défenseur adverse est en marquage éloigné. Fait qu'à la limite, ça fait en sorte qu'on récupère la rondelle encore une fois. Je joue bien en approche, je joue bien en marquage, on récupère le puck. C'est quand même simple. Si on regarde, mettons, juste un petit peu pour finir, là, des situations d'échec avant, en zone offensive, ça, c'est un repli défensif. Tu sais, des fois, c'est une approche au porteur aussi. On voit Max qui s'en vient. Regardez, il est actif sur le porteur. Regardez sa palette, vient se positionner en avant, il vient chercher son D-side avec son épaule, complète la mise en échec, récupère la rondelle, relance rapide, on est reparti à l'attaque. Tout ça parce que notre joueur a bien joué encore avec son bâton, il a bien joué encore au niveau de son approche au porteur. Même principe ici. On regarde, Max s'en vient. Tu sais, Max est à 6 pieds 4, 6 pieds 5. Là, en plus, avec le bâton en avant, regardez, son bâton est déjà sur la palette de l'adversaire. Si son bâton est dans les airs pour le frapper, le joueur a le temps de placer la rondelle à son coéquipier. Là, on crée la bataille. Vincent s'en vient doubler rapidement. Regarde, loose puck. Hein, l'autre règle que je n'ai pas parlé, mais regardez, on gagne la rondelle libre, on compétitionne bien. Encore, rondelle libre. Regardez, Pierre-Luc Guy arrive. Coup d'épaule, on récupère encore. Fait que les gars, ils ont gagné les rondelles libres, on a bien joué en approche, on va chercher du temps de possession en zone offensive. Même principe ici encore. Regardez le défenseur. Hein, il pourrait venir le frapper pour justement le frapper avec l'épaule, un gros hit. Ce qu'il va faire, regardez, il arrive palette à palette, reste D-side avec le joueur, garde la rondelle en zone, le joueur est ici. Regardez ici, mon joueur s'en vient, regardez sa palette. Gardez la palette, regarde. Sa palette bien placée, lui est en marquage avec lui. Ça limite les options de l'adversaire parce qu'on joue bien en approche, joue bien en marquage. On va encore une fois récupérer la rondelle.
Puis ici, c'est une situation, c'est le contraire. Regardez comment, à l'inverse, quand on ne joue pas bien. Bon, mon joueur ici, Mathieu, devrait bien jouer en approche, palette à palette, il ne le fait pas. Mon joueur ici devrait être en marquage avec son joueur, ils ne le font pas. Je ne joue pas bien en approche, je ne joue pas bien en marquage, ça fait quoi? L'adversaire sort, récupère la rondelle. C'est automatique. Tu joues bien, tu auras beau avoir la meilleure structure. Si tu ne joues pas bien en approche, tu ne joues pas bien en marquage, tu n'auras aucun succès dans une situation comme ça ici. On arrive ici, regardez mon joueur. Vitesse maximum, si tantôt mon 19 aurait fait la même chose, ça aurait créé des chances de marquer. Crée la bataille, compétitionne, hein, parce que tu as beau être bon en approche, tu ne travailles pas plus fort que l'adversaire, tu n'auras pas la rondelle. Trouve le moyen de garder la rondelle encore une fois. Une autre petite situation. Regardez le joueur ici encore. Il arrive avec sa palette en avant. Hein, palette à palette, provoque une bataille. Récupère sa rondelle. Le joueur s'était démarqué ici en haut. Trouve le moyen d'avoir une chance de marquer encore. Puis si on regarde au niveau avec rondelle, hein, c'est plus intéressant pour vous autres de regarder ça un peu. Nous autres, les entraîneurs, on aime ça pas de rondelle. Là, mais... Ici, regardez la protection de rondelle de mon joueur. Hein, c'est du temps de possession. Là, il ne peut pas, regarde, il ne peut pas patiner. Tu sais, souvent, ce que je dis à mes joueurs, tu as 3 façons de faire progresser la rondelle. Tu patines, tu passes ou tu lances. Si tu ne peux pas, tu la protèges ou tu la places. Là, il ne peut pas passer, il ne peut pas vraiment patiner, il ne peut pas vraiment lancer. Ce qu'il fait, il la protège. Il protège, ça donne la chance à ses coéquipiers justement de se démarquer. Monte la rondelle en haut. Là, ici, on a Vincent Dupuis qui s'était bien démarqué prendre un lancer. C'est plate, là, Vincent, c'était son premier match collégial quand il est revenu du junior majeur. Une mise en échec qui s'est complétée sur lui là-dessus. Il s'était bien démarqué, il avait bien créé une ligne de passe, il était capable de prendre un lancer. Si on regarde ici encore, regardez la protection de rondelle. Le 34 récupère la rondelle, pas de jeu à faire. Tu sais, des fois, on voit des gars là, passent à l'aveuglette. Hein? Fait que là, regarde, protège bien, puis en même temps, regardez Mathieu Bouliane comment, de façon naturelle, se démarque. Il cherche toujours à créer une ligne pour justement avoir une chance de marquer. Travaille bien en protection de rondelle. Regarde, c'est du temps de possession qu'on va chercher. Puis à la limite, on réussit encore une fois à récupérer notre rondelle. Même principe ici. Regardez le joueur. L'adversaire joue bien. Lui est marqué. Lui joue avec son gars. Lui est en marquage éloigné de l'autre côté. Regardez mon joueur ici, comment il va chercher à se démarquer pendant que mon gars, ici, joue en protection de rondelle. Protège la rondelle. Là, on a un joueur ici, regarde, qui va se démarquer dans un espace libre pour avoir la rondelle. Mon joueur ici cherche toujours à se démarquer, mais l'adversaire joue bien en marquage. Ça fait en sorte qu'on est capable de bien contrôler encore la rondelle en zone offensive. Même principe ici, regardez le joueur. Il rentre, pas de jeu à faire, protège, pas d'option, travaille encore une fois en protection de rondelle. Là, ça donne, regardez ici, le joueur ici, là, il va trouver le moyen de se démarquer, hein, d'aller créer une ligne de passe dans l'espace libre. C'est sûr que mon joueur n'a pas réussi à y donner, mais l'option était ici. Le gars s'était bien démarqué. Quand on travaille bien en protection de rondelle, ça donne la chance à nos joueurs, nos coéquipiers, de bien se démarquer pour être capable de générer de l'offensive. Encore ici, récupère la rondelle, regarde, protège bien la rondelle. Mon joueur ici récupère la rondelle, protection de rondelle, regardez, éloigne, prend son corps, donne la rondelle à son coéquipier. On trouve le moyen de se donner une chance de marquer. C'est tous des petits détails où, au niveau tactique, on est bon, ce qui fait qu'on réussit à bien contrôler, de se créer des chances. Même principe ici, regardez. Le joueur arrive. Première chose que notre joueur a fait ici, regardez. Il met son corps, protège la rondelle, donne la rondelle ici. Hein, Bouliane, encore une fois, avait trouvé le moyen de façon naturelle de se démarquer. Sauf que là, notre joueur, à la limite, a trouvé le moyen, lui, de prendre un bon lancer, de battre le gardien là, en haut de l'épaule. Mais tout a commencé sur la bonne protection de rondelle qu'il y avait dans le coin. Au niveau de la protection de rondelle, bien, il y a plusieurs façons. Regardez ici, mon joueur, il va attaquer le filet. Regardez, son épaule est rentrée, la rondelle est éloignée ici, rentre au filet en protection de rondelle, va chercher un gros but. Même principe si on en regarde ici, en situation d'entrée de zone. Regardez, Mathis, il rentre ici, pleine vitesse, sert de son corps pour protéger, éloigne la rondelle de l'adversaire, prend un bon lancer, ça crée une belle chance de marquer encore une fois. Puis encore ici, une autre situation, c'est que de façon d'instinct. On regarde le joueur ici. Il prend de la vitesse. Dès que l'adversaire vient mettre une pression, regardez comment, de façon naturelle, a éloigné la rondelle, a rentré son épaule pour bien protéger. Puis il rentre dans la zone ici, une feinte.
prend un bon lancer dans la partie supérieure. Fait, à la limite, s'il ne protège pas bien sa rondelle en entrée de zone à ligne bleue, l'adversaire, peut-être palette à palette, lui aurait fait perdre, puis ça n'aurait pas justement trouvé le moyen. Si on regarde juste un exemple ou deux de joueurs ici, mon joueur s'en vient récupérer la rondelle. Là, il devrait travailler en protection de rondelle. Ce qu'il va faire, passe à l'aveuglette. C'est l'adversaire qui récupère la rondelle. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on aurait continué à jouer. Même principe ici. Regardez, le joueur, il l'a. Il n'y a pas d'option. Il ne peut pas donner là. Lui est trop loin. Fait qu'il devrait protéger la rondelle pour donner la chance à ses coéquipiers de venir se démarquer, de créer une ligne pour être capable de jouer. Fait que là, on fait quoi? Passe à l'aveuglette. L'adversaire récupère la rondelle. Fait à la limite, c'est du temps de possession de rondelle qu'on aurait pu aller chercher en zone offensive, qu'on aurait pu gagner du temps, trouver le moyen de se démarquer, qui aurait fait en sorte justement qu'on aurait été capable d'aller chercher des buts ou au moins du temps de possession. Ici, regardez, quand je vous disais Mathieu Boulian, Mathieu est ici de façon naturelle. Regardez, juste se reculer un petit peu, il a vu l'espace, juste donner de l'espace un petit peu avec son marqueur, reçoit la rondelle, prend un bon lancer. Il y a des jeunes que c'est naturel. Mathieu, c'est vraiment naturel dans lui. Là, tout ce qui touche la rondelle, offensivement, il n'y a aucun problème. Regardez encore Mathieu. Il est là ici. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. À un moment donné, il voit l'ouverture, bat son gars, rentre dans l'enclave, prend un bon lancer, marque un but. C'est sûr que quand tu trouves le moyen de bien te démarquer, puis tu as des bons passeurs, des gars qui travaillent bien en protection de rondelle, regardez ici. On regarde Pierre-Luc Guy présentement, il est ici. Donne la rondelle en bas, mais regardez de la façon qu'il va se redémarquer dans l'enclave pour être capable d'être seul, le recevoir, puis de prendre un lancer. Puis si on regarde ici, quand je vous disais Mathieu, regarde, Mathieu Boulian est là. De façon naturelle, il va glisser pour créer une ligne de passe avec le porteur pour être capable, après ça, de prendre un bon lancer. Il aurait pu rester en haut. D'instinct, il s'est démarqué, ouvrir une ligne de passe pour être capable de prendre un bon lancer, puis de marquer un but. Puis si on regarde une dernière séquence comme ça ici, même en avantage numérique, c'est une structure. Mais regardez comment, au niveau, là-dessus, on a scoré un avantage numérique parce qu'on a protégé notre rondelle et on s'est démarqué. Vincent Dupuis arrive garder sa protection de rondelle pour battre le joueur. Éloigne la rondelle, rentre avec son épaule. Pendant ce temps-là, j'ai un joueur ici que lui, il va trouver le moyen de se démarquer, de bouger, de créer une ligne de passe. Dupuis le voit de l'autre côté, one-timer dans la partie supérieure. Un joueur qui joue bien en protection de rondelle, un joueur qui se démarque bien. Là, après, vous allez me dire, ben oui, mais au niveau technique, il y a un bon lancer, il y a une bonne passe. Je suis d'accord. Un joueur de hockey, c'est plein de choses. Au niveau technique, les feintes, le patin, les passes, l'exécution, la qualité des lancers. Au niveau tactique, là-dessus, bonne protection de rondelle, bon démarquage. Puis à partir de là, ben, on a généré. Puis juste pour finir, là, je ne voulais pas mettre de vidéo NHL, je voulais vraiment prendre mes joueurs parce que les gars, ils sortent de la structure intégrée, c'est des gars comme vous autres, c'est des choses qu'on voit, mais quand même, je n'ai pas le choix quand je parle de protection de rondelle de parler de Sidney Crosby. Regardez de la façon que ce joueur-là. Ici, regarde, c'est un drill à 2 contre 2. Ça, au niveau, là, les entraîneurs, j'ai assisté à beaucoup de conférences dernièrement, là, puis les drills en espace restreint comme ça, là, du 2 contre 2. Tu fais un 2 contre 2 comme ça, tu as un joueur en approche, tu as un joueur en protection de rondelle, tu as un joueur en marquage, tu as un joueur en démarquage. À chaque fois, tu travailles les 4 tactiques individuelles en espace restreint, ce qui fait en sorte que, justement, tes joueurs viennent qui performent. Ici, on voit, là, Crosby, c'est vraiment, honnêtement, regardez ici, là. Travaille fort en protection de rondelle, sert bien de son corps. C'est sûr qu'il faut être fort physiquement aussi, mais il trouve toujours le moyen de bien contrôler. Puis si on le voit, mettons, là, ici, c'est en situation d'entraînement. Si on regarde juste des situations, puis en même temps, ce qui est intéressant, je vais le laisser jouer. Regardez Crosby, comment, oui, en protection de rondelle, il est bon, mais à chaque fois, ses coéquipiers des Pingouins, ils sont bons en démarquage. Fait que ça fait en sorte que quand tu as un joueur comme ça qui est bon en protection de rondelle, regardez comment les joueurs des Pingouins sont en mouvement. Ils cherchent toujours à se démarquer pour que Crosby voit une ligne. Regardez, il bouge, va dans l'espace. Regardez comment les gars des Pingouins, ils bougent, ils cherchent à se démarquer. Encore ici, regardez, vous allez voir là, de l'autre côté, Pascal Dupuis, numéro 9, regardez, il va rentrer dans l'enclave. Là, il se démarque, il est tout seul. Il a trouvé le moyen de se démarquer. Crosby l'a vu. À chaque fois que ton gars il travaille bien en protection de rondelle, les autres joueurs sont bons en démarquage. Regardez comment ça bouge.
Les gars, ils trouvent le moyen. Ils essayent justement de battre les gars qui sont en marquage sur eux autres pour aller chercher du temps de possession, d'aller chercher des bonnes chances de marquer. C'est sûr que quand on analyse ça comme ça, hein, ça prouve un peu l'importance de nos situations de tactique individuelle. Si tu es bon dans tes tactiques individuelles, logiquement, je viens quand même de vous prouver qu'on va se trouver à être bon au niveau de nos systèmes de jeu, de nos structures. Fait que si on continue là, au niveau là, de notre PowerPoint, désolé, OK, on continue comme ça ici. Dernièrement, je suis allé assister à Montréal avec Christian Ouellet, là, mon adjoint. On est allé assister à une conférence. La conférence était donnée par Dominique Ducharme. Dominique, lui, nous a présenté les 10 points. Quand il a travaillé au championnat du monde junior avec l'équipe Canada, ils ont gagné la médaille d'or. Puis lui, c'est les 10 points qu'il avait décidé de mettre un emphase dessus. Ces 10 points-là, mais il avait vraiment demandé à ses joueurs de respecter ça. C'est sûr qu'eux, ils ont la chance de pouvoir, au niveau des statistiques, avec des bons statisticiens, de sortir des statistiques pour chacun des joueurs, chacun des points que là. Nous, on n'a pas la chance, à moins de passer 60 heures en avant de notre vidéo ou d'avoir un programme adapté. Sauf que lui, ce qu'il nous disait, c'était que vraiment, il avait porté attention à ces points-là, ce qui avait fait en sorte que son équipe avait eu du succès. Quand il est arrivé avec les Canadiens, il a fallu qu'il trouve le moyen de démontrer à Claude Julien que ces points-là étaient efficaces, étaient bons aussi. Fait que ce qu'il a fait, c'est que pendant l'été, il a découpé des matchs sur l'année d'avant des Canadiens pour démontrer justement qu'à chaque fois que les Canadiens respectaient ces points-là, ils gagnaient des matchs. Puis quand ils ne les respectaient pas, ils perdaient plus souvent le match que d'autres choses. Malgré que là, on pourrait dire bien des choses, là, mais ce n'est pas le but de la conférence. Moi, après, écoute, on descend avec ces points-là, là, je regarde ça, puis quand j'arrive, on décortique ça un peu. Ceux que j'ai laissés en rouge, écoute, dans ces points-là, ça, c'est des choses qu'on voit dans les tactiques individuelles. T'sais, on regarde palette à palette, c'est une règle d'approche. Block shot, c'est une tactique individuelle, ça s'enseigne bien aussi. Goalie present, c'est des screens. Puck management, protection de rondelles, c'est du marquage de marquage. Gagner des rondelles libres, gagner nos batailles, gagner nos 1 contre 1. Fait qu'au bout de la ligne, il ne parlait pas de système de jeu. T'sais, ce qu'il nous montrait, c'est que lui, les autres points que j'ai enlevés, là, souvent, c'est de l'intensité, c'est de la discipline, c'est de la concentration. Mais en gros, les tactiques individuelles faisaient quand même partie de plus que 50% de ces 10 points. Fait qu'à partir de là encore, je me suis comme dit, OK, les tactiques individuelles, le système de jeu, les gars, peu importe, les entraîneurs, on a tous des bons systèmes de jeu. Mais quand tu es efficace justement au niveau de tes tactiques individuelles, ça fait en sorte que, OK. Fait que là, c'est là qu'on est en venu. Puis si tu rentres dans le vestiaire des Janois, la feuille est là, elle est affichée. Pour moi, les 2 documents qui sont importants, les 10 points clés qui sont affichés ici, plus une feuille sur l'attitude. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je pourrais faire une conférence encore de 30-35 minutes juste sur l'attitude. C'est quoi l'attitude pour moi? Chaque entraîneur, on peut avoir notre définition. Mais pour moi, ici, à Alma, ça, là, c'est notre feuille, elle est sacrée, celle-là. Ça, je vous dirais, elles sont affichées dans le vestiaire. Puis encore, cette année, là, on a amené ça. L'an prochain, je vais être encore plus exigeant sur certains points. On va s'assurer. Fait, pour moi, ça fait partie des 2 combinaisons que je veux pour avoir du succès. Il n'y a rien qui parle de système de jeu, mais on parle des tactiques individuelles. Je vous ai démontré à quel point c'est important nos tactiques individuelles dans nos structures de jeu. Parce que, tu sais, à un moment donné, un système de jeu, on le change pratiquement à tous les matchs parce qu'il faut s'ajuster à l'adversaire contre qui on joue. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais les tactiques individuelles en tant que telles, gagner nos 1 contre 1, nos rondelles libres, ça fait partie de la game. Avoir l'attitude, ça fait partie de la game aussi. Si on fait juste terminer, en bref conclusion, un petit peu ce que je vous ai amené tantôt, bien important, à quel point c'est important de bien performer dans tes tactiques individuelles. Ça va faire en sorte que ton système de jeu, ça va être efficace, ça va être bon. N'oubliez pas la métaphore, ton système de jeu, tu le performes quand tu as des bons outils. Tes outils, c'est tes tactiques individuelles. Les règles, c'est comment bien utiliser tes règles, comment bien utiliser ta tactique pour être bon justement dans ton système de jeu. C'est bien important, mais au-delà de ça, c'est important d'avoir un équilibre aussi. Tu ne peux pas avoir juste une chose. Tu ne peux pas avoir juste des skills, faire des vidéos sur YouTube là, magnifiques avec les mains, les lancer. Je pense que un joueur de hockey, il faut qu'il soit bon techniquement. Il faut qu'il soit bon tactiquement. Je l'ai démontré. Tu auras beau avoir les meilleurs skills, tu auras beau avoir les meilleures feintes. Si tactiquement, tu as de la misère, ça ne fonctionnera pas. Tu auras beau être bon tactiquement, si tu n'as pas de skill, tu n'as pas de patin, tu n'as pas de feinte, tu n'as pas de bon contrôle de rondelle, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut que tu sois fort mentalement.
aie des bonnes habitudes de vie, assure-toi justement de bien gérer tes choses, de ne pas juste faire du hockey, pas juste te mettre une pression avec ça. Passe pas tes soirées sur les jeux vidéo, récompense-toi avec ça, le jeu vidéo. Fais les choses importantes dans ta journée, puis récompense-toi justement après avec des petits détails comme ça. Assure-toi de bien manger. Tu sais, ton alimentation, ton sommeil, ton hydratation. Autant ce que tu vas manger, ce que tu vas faire le lundi, mercredi va avoir un impact sur tes parties du samedi puis du dimanche. Autant ce que tu vas faire dans ton été va avoir un impact sur ton camp d'entraînement, va avoir un impact sur tout ce que tu vas faire au courant de ta saison. Ta préparation physique, là, il y a une conférence, c'est Gino Robert, c'était super bon. Assure-toi de bien travailler en préparation physique, de faire les bonnes choses. Va avoir les bonnes personnes compétentes qui peuvent te monter des bons programmes qui sont adaptés à un joueur de hockey, qui sont spécifiques à ton sport. L'attitude, tu sais, l'attitude, c'est pas juste d'être fin. Oui, être un bon coéquipier, ça fait partie de ça, mais au-delà de ça, il faut que tu sois prêt à faire les sacrifices. Il faut que tu sois prêt à payer le prix d'un match. Il faut que tu sois prêt à comprendre ton rôle. Il faut que tu sois prêt à embarquer justement dans la philosophie de l'organisation où ce que tu es pour avoir un succès. Il faut que tu sois prêt à faire passer l'équipe avant ta propre personne. Puis pour finir, bien, écoutez, n'oubliez jamais une chose, autant les entraîneurs, autant les parents, autant les joueurs, c'est de s'amuser. Tu ne peux pas, comme joueur, t'améliorer si tu ne t'amuses pas. Tu ne peux pas d'un environnement de stress, avoir une bonne progression. Les entraîneurs, j'ai passé par là aussi, vous allez vivre des pressions, l'organisation, des gens qui vont vous forcer à prendre des décisions. Ça fait partie de notre job. N'oubliez jamais une chose, rendez-vous pas malade pour ça. Je l'ai fait, là. Rendez-vous pas malade. Amusez-vous, travaillez fort, écoutez. Puis au bout de la ligne, c'est juste du hockey. Il faut qu'on continue de s'amuser là-dedans. Puis à partir du moment où on s'amuse, ben écoute, quand on s'amuse, on a toujours du succès dans ce qu'on fait. On a du plaisir à le faire, autant au niveau des entraînements. On a du plaisir à travailler avec le groupe qu'on a. C'est justement ce qui fait la beauté de notre travail. On fait du hockey à temps plein. Moi, je fais du hockey à temps plein. Je gagne ma vie avec ça. Je me sens privilégié de pouvoir gagner ma vie avec ma passion. Fait que je considère là, que vous allez être capable de faire la même chose. Puis les joueurs, ben, amusez-vous, travaillez fort, abandonnez jamais. Il y a plusieurs chemins qui peuvent vous mener à vos objectifs. Puis travaillez fort au niveau des études aussi. Le sport est relié aux études. C'est important de bien performer dans les deux pour être capable de s'assurer d'avoir un bon suivi, mais surtout d'avoir une carrière aussi après le hockey. Ça fait quand même le tour de ce que je voulais dire. J'ai sûrement encore dérapé dans le temps. J'ai de la misère là, à respecter ça. J'ai plein d'affaires dans ma tête que j'ai oubliées. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça va me faire un plaisir de vous répondre en privé, que ce soit sur le programme de hockey collégial, que ce soit sur n'importe quelle question à vous orienter ou ce que ça ne veut pas aller. Si c'est des questions, les entraîneurs, vous voulez des drills, parce que j'avais un tableau, là, mais j'ai tellement dépassé, je voulais vous montrer des exemples de drills, mais je ne pourrais pas le faire. Mais si vous voulez avoir des drills en espace restreint, des règles, des façons de pouvoir amener à vos jeunes au niveau des tactiques individuelles, comment ça va me faire un énorme plaisir de le faire. Sur ça, ben, je vous souhaite une bonne été à tout le monde en espérant être capable de travailler là, éventuellement avec vous, soit à mon camp des Genois, mais surtout à court terme, qu'on soit tous sur la glace là, en septembre pour commencer nos saisons comme prévu. Bon été, merci beaucoup. À la prochaine.